Monsieur le recteur, messieurs les doyens, messieurs les consuls, mes chers collègues, mesdames, messieurs, vous comprendrez facilement qu'après les propos que vient de m'adresser mon ami le professeur Wojciech, c'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous en ce lieu chargé d'histoire. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais imaginer recevoir un jour le titre que vous me décernez aujourd'hui. Vous me faites un immense honneur et me procurez une bien belle joie que la langue française, pourtant si riche en subtilité, est impuissante à décrire. Merci infiniment pour ce titre qui m'associe désormais à votre communauté universitaire. Dois-je vous avouer que, ayant eu l'imprudence de consulter la liste des docteurs honoris causa de l'université Jagellonne, j'ai été pris de vertige, et c'est avec une profonde humilité que je prends la parole. Je n'aime pas parler de moi-même. Je veux vous dire, malgré tout, que j'ai beaucoup de chance. D'abord, d'avoir rencontré mon épouse, Claudie. Il s'agit là de ma vie privée, et vous comprendrez que je n'insisterai pas, si ce n'est pour dire qu'après l'épreuve que j'ai traversée l'année dernière, je lui dois d'être devant vous en ce moment. Ensuite, si je parle de chance, c'est parce que mon parcours scolaire puis universitaire a été jalonné de belles rencontres. Je crois d'ailleurs que beaucoup parmi nous pourraient dire la même chose. Cette chance s'est incarnée en premier lieu en les personnes d'un instituteur puis d'un professeur de philosophie, qui tous deux, à des périodes différentes, m'ont beaucoup apporté intellectuellement et avec lesquels j'ai correspondu durant plus de 40 ans. Puis, il y a eu ma rencontre avec une professeure de droit dont j'ai été l'assistant et qui m'a donné l'occasion de publier mon premier article à la revue trimestrielle de droit civil, ce qui à l'époque se faisait très rarement et relevait en tout cas pour moi de l'utopie. Puis, il y a eu un magistrat, président de la première chambre civile de la Cour de cassation, soutien indéfectible de tous les instants et ô combien précieux durant cette période si particulière que fut la préparation du concours d'agrégation. Je citerai bien sûr mon directeur de thèse, François Chabas, travaillant personnellement sur la constitution de partie civile à fin vindicative, mon sujet de thèse. Je ne cesserai jamais de rendre hommage à celui qui avait entrepris un travail titanesque en refondant les 1000 pages du tome 3 du traité théorique et pratique de la responsabilité civile d'Henri Léon Mazot et André Tinck, et m'apportait tous les éléments jurisprudentiels et doctrinaux dont j'avais besoin pour mener à bien ma recherche. Il le savait et s'en réjouissait. Enfin, comment ne pas évoquer ici le doyen Michel Pertuis, qui, il y a plus de 10 ans maintenant, m'a confié les rênes de cet attelage merveilleux qui est devenu l'école de droit français, accompagné depuis de son master et à qui je dois d'être parmi vous et de recevoir ce prestigieux titre. Quelle belle et lumineuse idée avez-vous eue de créer ces écoles de droit étranger à l'université Jagellonne. À ma connaissance, il n'y a pas d'exemple similaire sur le sol français. Lorsque le doyen Michel Pertuis, au tout début de l'année 2000, a saisi l'opportunité que lui présentait l'université Jagellonne de créer avec l'université d'Orléans une école de droit français, nul ne pouvait alors augurer de sa durée et de son enracinement dans la vie et le cœur des universitaires polonais et orléanais qui avaient le privilège de présider à son installation. Qu'est-ce qu'une école? C'est une communauté qui forge des liens particuliers entre les équipes pédagogiques et les étudiants, ces derniers créant souvent des associations d'anciens élèves qui restent en relation une fois leur cursus achevé. C'est le cas ici. L'école de Cracovie apparaît comme une institution qui dépasse le seul accord technique qui lui a donné naissance. Elle lui apporte un supplément d'âme. En créant ces écoles de droit étranger, l'université Jagellonne ouvre ses portes aux cultures juridiques étrangères avec lesquelles elle se trouve en affinité. L'école de droit français apparaît comme un formidable symbole de l'accueil du droit français au sein de la propre culture juridique polonaise. Ce droit dont nul n'ignore qu'il fut introduit en Pologne, du moins dans sa dimension civile, par la force des armes napoléoniennes à laquelle succédera
la force de l'esprit. Précisément, les journées franco-polonaises créées en 2008 ont pour objet non seulement de partager des thèmes de recherche entre les centres de recherche juridique orléanais et cracoviens, mais aussi et surtout de faire connaître l'école au-delà de ses relations bilatérales, d'accueillir d'autres facultés de droit, françaises ou étrangères, publiques ou privées, ce qui nous a semblé judicieux pour le rayonnement de notre école. Je tiens à remercier notamment l'ambassade de France et le consulat qui nous ont toujours encouragés dans cette voie. Ces journées franco-polonaises offrent depuis 10 ans l'occasion, au-delà des différences entre les droits des deux nations, de s'interroger sur l'influence d'un droit étranger sur un droit national, sur sa réception, ce qui participe de la construction d'un droit européen par une autre voie que par la transposition en droit interne de normes établies par les instances européennes. Accueillir ainsi des règles issues d'un droit étranger au sein de son propre droit, c'est mettre de côté toute velléité de protectionnisme pour préférer s'ouvrir aux autres et souscrire à une approche universaliste. À ce propos, je faisais allusion tout à l'heure à l'exportation du Code civil français en Pologne par Napoléon, donc en 1807. On aurait pu croire que la chute de l'empereur entraînerait la disparition de ce droit imposé par une nation désormais vaincue. Nullement. Quand le royaume de Pologne a été créé par le Congrès de Vienne en 1815, et alors que le tsar de Russie devient roi de Pologne, on s'aperçoit que le Code civil français se maintient. Il ne sera abrogé qu'en 1946. Il semble bien qu'au fil des ans, la nation polonaise se soit approprié ce droit auquel croyait tant Napoléon. Les institutions étrangères, écrira Tocqueville, peuvent s'exporter dans un autre pays à condition d'y être introduites prudemment et de se mêler peu à peu aux habitudes au point de s'y fondre avec les opinions du peuple. Précisément, le droit est un phénomène de culture et peut parfaitement se fondre dans un autre ordre juridique, ce qui explique en partie le succès du Code civil français au XIXe siècle en Pologne, mais aussi dans des pays voisins comme la Roumanie, pour laquelle le droit français est vite apparu comme un patrimoine culturel intégré dans l'histoire nationale. Deux facteurs sont souvent invoqués à cet égard pour expliquer la diffusion d'un droit, la langue et les universités. S'agissant de la Pologne, plusieurs études sur les rapports entretenus entre le Code civil français et le Code civil polonais montrent justement l'influence du Code français sur la terminologie de la langue contemporaine du droit civil. C'est le cas, par exemple, du mot hypothèque ou du mot testateur. Là où la présence de la langue française est forte, le droit français exerce une grande influence. Là où la langue française recule, le vide laissé est vite comblé par la langue anglaise. La progression de cette dernière dans les relations internationales explique d'ailleurs le progrès de la common law dans les systèmes juridiques contemporains. D'où l'importance de l'école de droit français, parce qu'elle participe à son échelle au rayonnement de la langue française en Pologne et partant du droit français. Ce qui a été rendu possible pour le droit civil l'est en revanche plus difficilement pour le droit pénal, traditionnellement jaloux de son rattachement à la nation qui le fait naître. L'approche universaliste cède ici devant l'approche protectionniste. Certes, c'est en train de changer, sous l'impulsion des institutions européennes qui, à coup de directives ou d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, modèlent les droits nationaux selon leurs propres critères. Mais il y a des poches de résistance. Par exemple, quand il s'agit de respecter certains principes de valeur internationale, comme celui selon lequel un citoyen ne peut être jugé 2 fois pour le même fait. Or, lorsque le citoyen en question, poursuivi devant un juge français, a déjà fait l'objet d'une procédure dans un pays étranger en raison d'une infraction commise dans ce pays, c'est en fonction des propres définitions du droit français que ce juge français apprécie le sens et la portée de cette procédure étrangère. Or, il est fréquent que des notions juridiques identiques recouvrent des réalités différentes, d'où un risque réel de décisions contradictoires, peu conformes à l'esprit de confiance mutuelle qui doit présider entre pays de même culture, en particulier quand il s'agit de pays de l'Union européenne. C'est encore une question de vocabulaire qui est en jeu, car tous les pays ne donnent pas le même sens à certains actes.
Je crois qu'il faudrait un dictionnaire législatif, des équivalences entre les termes juridiques de droit pénal des différents pays de l'Union européenne qui s'imposeraient aux juridictions nationales. Le refus d'appliquer sur le sol français des notions de droit étranger, mais faisant partie de la même communauté d'intérêts, est bien regrettable. Il ne suffit pas d'afficher des valeurs communes, encore faut-il en tirer les conséquences et avoir pour le droit étranger le respect que tout droit mérite. Dans quelques semaines, je cesserai mes fonctions en qualité d'enseignant à l'Université d'Orléans et de responsable de l'école de droit. Ce powiecie, c'est cher limem tu wetkowy, wile zecia, zegwofan, nierdzatarty, wespomnienia mois. Dozwiacen polskimi kolegami, studentami nawiązali ale taksy, miedlic, nazwicmi je bardziej odzatini. Diatlami dobrze, tylko we wspólnym zaufaniu. Wtedy wszystko staje się możliwe. Nieszla raz dziękuję z całego serca.